La Belgique est une espèce de bulle de corruption qui remonte assez fort au nord. On est dans une pseudo-démocratie en Belgique. La partie clé, c'est d'être adoubé par un parti pour se retrouver sur une liste électorale en bonne place. À partir de ce moment-là, qu'on soit compétent, incompétent, on sera élu. C'est un plaisir, ce début d'année 2023, de retrouver Nicolas Hullens, ancien agent de la Sûreté de l'État, qui l'avait quitté de manière un peu fracassante, tu nous réexpliqueras, qui va nous parler d'autres affaires dans nos sociétés démocratiques, entre guillemets, où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On va parler un peu du Qatar, mais on va d'abord introduire le sujet sur autre chose, une affaire qui est sortie récemment, en septembre, et sur laquelle tu vas revenir. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Un certain Thierry Lakavitzky. C'est bien ça, Thierry Lakanicki. Lakanicki, c'est compliqué à dire. Qui est un... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un marchand d'armes, un trafiquant d'armes, ou les deux vont toujours ensemble? C'est une bonne question. Donc, disons qu'il est le patron de la société Skytech. Au départ, vendait des services en matière d'hélicoptères et des hélicoptères tout court. Et puis, doucement, elle s'est orientée vers... Pas des hélicos de combat, quoi. Vers des hélicos de combat et des armes, le cas échéant. Voilà. On rentre dans un autre marché à ce moment-là, quoi. Oui. Et donc en septembre 2022, le temps passe, il s'est fait arrêter. Il a été mis sous mandat d'arrêt pour trafic d'armes. Oui, tout à fait. Donc je vais briser un tabou, je vais parler de la grande presse. Donc la RTBF a sorti un article, je l'ai ici, en septembre, qui faisait état du fait que Thierry Lakanicki avait été arrêté. On ne sait pas très bien dans quel marché il était arrêté, ou pour quelle raison il était arrêté en matière de trafic d'armes, mais il était arrêté. Alors j'ai immédiatement pris langue avec la magistrate qui était en charge du dossier, qui m'a orienté vers des policiers de la DR3, donc de la direction antiterroriste, et j'ai été déposé chez eux. J'ai été déposé chez eux pour la simple et bonne raison que quand j'ai quitté la Sûreté en 2019, j'ai dénoncé ouvertement les liens qui existaient entre M. Lakanicki, M. Fontinoy et M. Renders, en matière de trafic d'armes aussi. Donc et il y a en particulier, trois ans après, ça sort, quoi. Voilà. Et en particulier en matière de trafic d'armes concernant la Libye. Donc M. Renders avait obtenu des marchés d'armes sur la Libye, qui était un pays en guerre civile à ce moment-là. M. Lakanicki les a exécutés et ensuite il a pris langue avec M. Fontinoy pour savoir à qui il devait payer la commission, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc notre commissaire européen à la justice était donc impliqué lourdement dans un trafic d'armes dans une région en guerre, la Libye, dans une guerre civile sanglante. Et M. Lakanicki voulait donc savoir à qui devait payer la commission, à M. Renders lui-même, à M. Fontinoy lui-même, qui n'est pas une personne exposée politiquement, qui n'est pas une PEP, ou à son blanchisseur en chef, qui est un Hollandais, qui s'appelle Robert Claushuys. Et donc M. Fontinoy, à ce moment-là, a orienté M. Lakanicki vers M. Claushuys. J'ai donc fait des dépositions très claires à ce niveau-là. Et donc, ici, quand j'ai vu que M. Lakanicki était arrêté, je me suis demandé si la main droite savait ce que la main gauche savait également. Donc j'ai été voir les policiers de la DR3 et je leur ai dit que j'avais déposé, qu'il y avait 2 PV qui dénonçaient 3 ans avant l'implication de M. Lakanicki dans des trafics d'armes en liaison totale avec M. Renders, notre commissaire européen à la justice. M. Renders, qu'on retrouve... C'est énorme, ça, toujours... On a toujours envie de rire quand on entend ça. Dans un autre média mainstream, Paris Match, où il fait une interview à son grand ami Martin Buxan. Martin Buxan étant la personne qui a rédigé un livre le concernant. Vous trouverez beaucoup de sucreries dans ce livre, mais aucune critique. Oui, et donc dans cet article, on trouve également des choses hallucinantes où M. Renders... Martin Buxan, qui est de LN24, qui est un des cofondateurs de LN24, je pense. Martin Buxan, qui est un des cofondateurs de LN24. Son collègue, Johan Condays, étant parti chez Adjel Habib au cabinet de la ministre des Affaires étrangères. Incroyable. Parce que tu savais ça, non? Incroyable. Et donc, sur ces 2 pages, on trouve également énormément de choses très agréables pour M. Renders, aucune critique. Et M. Renders
le titre c'est carrément très très impressionnant, la justice indépendante fonctionne à l'Europe. Si c'était le cas, je pense que M. Renders serait poursuivi pour organisation d'un trafic d'armes en Libye, dans une zone de guerre. Mais ce n'est pas le cas. Sans parler du Kazakhgate, mais bon. Sans parler du Kazakhgate, sans parler du désamiantage du Berlaymont, enfin tout ce qu'on trouve dans le livre de Philippe Engels, dont vous trouverez encore des exemplaires dans les bonnes librairies. Comment on peut expliquer qu'ils sont encore libres, et surtout en plus à la commission? Est-ce que tu penses qu'on l'exfiltrait à la commission? On a déjà parlé, mais on a dit que lui, mais également Mme von der Leyen, avaient tous les deux été exfiltrés, puisque Mme von der Leyen, elle, était lourdement impliquée dans des détournements de fonds liés à la défense allemande, en l'occurrence concernant des navires de guerre allemands et également concernant l'utilisation intensive de la société McKinsey, dont son fils était un des cadres, et qui a servi d'officier de liaison, entre guillemets, entre McKinsey et Mme von der Leyen. Voilà. Donc ils avaient 3 ans pour enquêter sur la Kaninsky et ils n'ont rien fait en fait? Eh bien non, quand je leur ai annoncé qu'il existait 2 PV, ils ont ouvert des yeux comme des phares de Peugeot et ils n'étaient absolument pas au courant. Voilà. Ça a eu l'air de les embarrasser passablement aussi, puisque ça renvoyait clairement la balle chez M. Renders. Et donc maintenant, comment on peut comprendre qu'en septembre 2022, il y ait une arrestation? Par hasard, il y en a un qui a pu faire son travail à la police? Oui, je pense qu'il y a eu un petit phénomène miraculeux, la police a pu faire son travail jusque-là. Mais ça s'est arrêté, puisque j'ai appris insidieusement que la magistrate qui était en charge du dossier, qui semblait assez motivée, a été, je pense, récusée. Et donc... Elle travaillait peut-être trop bien. Voilà, et donc le dossier est remis à zéro. Tu vois, très bien. Bienvenue en plutocratie. Dans le meilleur des mondes. Oui. Sachant en plus que la police, comme nous disait une personne avec qui on collabore, était vraiment dans le pouvoir, et qui a là-dedans des crapules qui continuent à travailler. On pense au commissariat de la rue Royale, où Sourour qui s'est fait assassiner, semble-t-il, par un des policiers, qui était chaque fois au service quand il y a eu 3 morts en moins de 2 ans. Mais tout cela ne nous regarde pas. Parlons, Nicolas, du Qatar, qui est quand même une belle histoire aussi. Et j'aimerais bien ton appréciation du fait que ça aurait pu aussi, même si c'est une bonne chose, ces révélations, être quelque chose qui a été mis en place en tout cas, qui pourrait être soutenu par la Commission, ou en tout cas qui arrange la Commission européenne, parce que les plus belles magouilles sont quand même, comme on vient de le dire, sans doute chez Ursula von der Leyen, la Don Corleone des institutions européennes. Et voilà, revenons sur le Qatar, et puis sur cette question plus tard, et sur ce qui n'a pas été dit. Comment a-t-on réussi à faire tomber tout un système comme ça, alors que d'habitude, ça n'arrive pas, et ces gens touchent de l'argent, et voilà, pensons au Kazakhgate, où tout n'a pas été dit, tout n'est pas tombé, et là on se rend compte qu'il y a des gens qui ont été impliqués quand même. Alors, exactement comme la magistrate qui a commencé à travailler sur le trafic d'armes sur le Congo a pu commencer à faire son travail, ici il y a eu une conjonction d'éléments positifs. Tout ce que je vous donne maintenant, je l'ai tiré, c'est évident, de la lecture du soir qui est publiée 4 pages sur le sujet. Donc, vous avez eu 3 éléments qui se sont conjugués et qui ont permis le petit miracle du Qatargate. Il y en a peut-être un 4e. Mais donc, si un de ces éléments n'avait pas été présent, vous n'auriez probablement jamais entendu parler du Qatargate, de M. Panzeri, etc. La première chose, c'est que les services français, vraisemblablement la DGSE, ont été extrêmement motivés à faire une enquête sur l'influence, ce qu'on appelle aussi l'ingérence, c'est-à-dire le fait de mettre son nez dans les affaires des autres, l'ingérence de la JET. La JET, ce sont les services secrets marocains dans les affaires européennes. Donc en l'occurrence, les Français avaient surpris un responsable de la JET qui avait, au sein des aéroports de Paris, réussi à se procurer les fiches S, c'est-à-dire les fiches liées au terrorisme de dizaines, voire même de centaines de citoyens marocains. Donc les services français ont demandé à la Sûreté d'enquêter sur les activités de ce monsieur qui appartenait au service secret marocain à Bruxelles. Ils ont donc découvert sa proximité avec certains responsables politiques européens
Et ils étaient aussi appuyés par des pays tiers, et on peut se demander si ce n'est pas l'Espagne qui a payé un lourd tribut lors des attentats d'Atocha, de la gare d'Atocha, etc. à Madrid, où le terrorisme d'origine marocaine était à l'origine de ces attentats. Mais 2 autres pays européens, donc cette poussée de 4 pays européens pour que la sûreté fasse le boulot, a été à l'initiative de cette démarche. La deuxième chose... C'est d'abord, donc ce qu'il faut savoir, que peu de gens savent, c'est qu'ils bossent d'abord sur le Maroc et pas sur le Qatar. Quoi. Voilà. Donc à l'origine, le Qatar n'est pas dans le collimateur. Le seul pays dans le collimateur, c'est le Maroc, pour son ingérence. Ensuite, un deuxième miracle a lieu, c'est que l'ancien administrateur de la Sûreté de l'État, Jacques Ras, part pour raison de maladie. Dont on a déjà parlé. C'est un avis personnel, mais je pense que si Jacques Ras avait été toujours en fonction, vous n'auriez jamais entendu parler du Qatargate. Il aurait mis des bâtons dans les roues, voire même il n'aurait pas accepté la mise sur pied d'une opération de ce type-là. Donc le fait qu'il y ait une nouvelle administratrice opérationnelle, puisqu'elle a été auparavant dans un service opérationnel, à savoir la sûreté militaire, donc le SGRS, et donc, je pense que la présence de cette personne a été, à mon avis, une des conditions pour mettre sur pied cette opération. Alors, il y a eu un troisième élément, c'est que la moment clé de l'opération, c'était la BIM, la technique spéciale d'enquête, qui consiste à faire une perquisition en l'absence de l'intéressé. C'est une technique qui doit recevoir l'absolution d'un magistrat, et il y a des magistrats en permanence à la sûreté. Et donc, dans ces conditions-là, la sûreté est habilitée à faire en fait un cambriolage légal, dont la vocation normalement est de mettre des micros au sein d'une des cibles de la sûreté. Le magistrat va vérifier qu'on est dans le cadre légal des missions de la sûreté, et donc la personne qui est en charge de cette section est quelqu'un de hautement qualifié. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est quelqu'un qui a toute mon estime, et je pense que s'il avait été incompétent, ça aurait pu aussi mal tourner. Mais c'était quelqu'un de très compétent. Et alors, la dernière chose, c'est qu'on a donné ça à un magistrat qui est souvent très motivé, en l'occurrence le juge Claes. Donc ces 4 éléments conjugués ont donné ce petit miracle qu'est le Qatargate, qui, sous d'autres conditions, n'aurait jamais été visible, n'aurait même jamais eu lieu. Voilà. Il faut une belle, entre guillemets, conjoncture pour arriver à avancer en Belgique dans les affaires juridiques. C'est incroyable. Et donc, ils sont tombés sur... Ils vont faire une perquis et ils tombent sur quelque chose. Ils vont mettre des micros et ils tombent sur quelque chose. Donc, ils vont là, vraisemblablement, pour mettre des micros. Moi, je n'y étais pas. J'ai donc juste lu les 4 pages du soir. Mais je pense qu'ils étaient là pour mettre des micros. Et là, ils tombent sur les sacs d'argent en cash. Donc, comme vous le savez, si vous décidez d'aller voir votre banquier avec une somme supérieur à 5 ou 7 000 euros, je ne sais plus, le banquier va immédiatement vous dénoncer à la CETIF, la cellule de traitement des informations financières, et ne voudra d'ailleurs même pas réceptionner cet argent. Donc ici, cet argent était d'office suspect, puisque vous ne pouvez pas vous balader avec des sommes pareilles. On peut penser que ça passe par où alors? À ce moment-là, ce sont des procédures de blanchisserie qui rentrent en marche. Mais ici, on a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'on pouvait imaginer que cet argent soit déjà distribué chez les différents protagonistes. Le gros avantage du cash, c'est qu'une fois qu'il est distribué, bonjour pour faire la preuve du fait que vous avez été corrompu, quoi. Mm-hmm. On a entendu, et on en a déjà d'ailleurs parlé, d'Ursula von der Leyen, mais on a aussi entendu qu'entre-temps, elle avait échangé des SMS avec le président de Pfizer. Bourla, est-ce que ça, c'est des affaires qui sont encore, selon toi, plus haut, beaucoup plus haut, et avant que ça tombe, il faut encore plus des concours de circonstances beaucoup plus importants et je pense que ça, c'est les conditions pour y arriver. C'est l'état-major suprême. Donc là, on est effectivement à la dernière strate hiérarchique, et donc faire tomber des gens à ce niveau-là, c'est très difficile. De plus, dans les techniques qu'ils utilisent, l'affaire du Qatargate peut apparaître comme une diversion idéale pour eux. D'autant plus que, par exemple, pour M. Renders, mais c'est également le cas pour Mme von der Leyen, c'est le Parti socialiste qui apparaît comme lourdement impliqué. M. Tarabella, des soupçons pèsent maintenant sur Mme Arena, donc
ce sont des membres du Parti socialiste. Et donc pour M. Renders, c'est une aubaine, mais également pour Mme von der Leyen. Ça attire l'attention sur d'autres qu'eux. Le juge Claes aurait dit récemment dans une interview à vérifier, mais que la plupart, j'étais sans doute sur le fait que tous les politiciens belges étaient plus ou moins corrompus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'on est vraiment on a commencé une série qui s'appelle Belgique, terre mafieuse. En parlant des politiques, évidemment, est-ce qu'on est vraiment dans un panier de crabes? C'est incroyable et peu de choses changent. Mais c'est-à-dire qu'il Là, on est au niveau européen, mais c'est comme ça touche la Belgique aussi. En fait, on est dans une pseudo-démocratie en Belgique. La partie clé, c'est d'être adoubé par un parti pour se retrouver sur une liste électorale en bonne place. À partir de ce moment-là, qu'on soit compétent, incompétent, on sera élu. Donc, sur cette base-là, ceux qui arrivent à ce stade-là, en général, ils ont approché le soleil, façon de parler, leur chef de parti, et ça signifie que on doit avoir la possibilité de jouer au jeu bien connu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Donc il doit avoir du chocopasta sur les mains à une certaine hauteur. Et donc ceci explique un taux de corruption relativement extrême, et je l'ai déjà expliqué à Kairos, mais la Belgique est un espèce de phénomène surnaturel. Au plus on remonte vers le nord, au moins il y a de corruption. En Norvège, en Suède, en Finlande, il n'y a quasiment pas de corruption. Au plus on descend vers le sud, et au plus il y en a. L'extrême étant le Congo. Mais la Belgique est une espèce de bulle de corruption qui remonte assez fort au nord. Je n'ai pas dit par là qu'il n'y a pas de corruption en Allemagne ou en Hollande, mais le niveau atteint en Belgique est extraordinaire, extraordinaire. Et je voudrais mettre les choses bien au point avec le nord du pays. Le nord du pays est touché aussi. On s'en rend compte très très bien quand le journal Apache met des caméras devant le restaurant de Fornuis. Les responsables les plus putréfiés du pays sont là, et ce sont des Flamands et des Wallons qui s'embrassent alors qu'ils sont sur papier des ennemis. Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités de faire tomber ça et d'avoir une véritable démocratie, c'est-à-dire des décisions prises par le peuple pour le peuple? Ou est-ce qu'on est vraiment face à... Ouais, pour la première fois, la RTBF fait un travail intéressant, puisqu'ils ont fait état d'une enquête qui elle-même disait que 52% de la population accepterait un gouvernement fort, voire même un dirigeant fort. Personnellement, c'est une évolution que je trouve extrêmement inquiétante, donc, qui est contraire à ma pensée personnelle. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'on a le sentiment pour le moment d'être en 450 après Jésus-Christ. Donc en clair, on a l'impression d'être dans une Rome décadente et d'être à deux doigts de voir un système s'effondrer. Donc ou bien il y a une résurrection de la démocratie et elle ressuscite par des billets plus sains, ou bien, et par exemple, on casse tous les mécanismes qui protègent une particratie, donc par exemple la barrière des 5% qui empêche tout petit parti de pouvoir monter et d'avoir un accès au pouvoir. Enfin, ce sont des choses comme ça qui sont extrêmement meurtrières pour une vraie démocratie. Voilà. Ou bien on casse ce genre de choses-là, on passe à une démocratie plus directe. On critique la Suisse en disant que son modèle coûte extrêmement cher, mais nos 125 ministres, ils coûtent horriblement cher aussi. Et le dernier scandale du Parlement, non pas européen, mais wallon, mais en lumière... les 20 000 euros du voyage Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le fait qu'un tunnel totalement inutile coûte 3 millions aidés alors qu'il était budgété à 800 000 euros, le fait que les bâtiments annexes qu'on transforme coûtent 50 millions passés alors qu'ils étaient budgétés à 17-18 millions, ça laisse de quoi manger pour tout le monde. Hein. Ça crée forcément une énorme suspicion. On espère te revoir pour encore ces analyses. Et merci. Merci en tout cas pour ces éclaircissements sur notre belle Belgique. Merci Alexandre, et à bientôt j'espère.